Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité dans la matinale, c'est Antoine Kiefer. Il est responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Il est venu en direct avec nous au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, rentrée pour le Rassemblement national. Le week-end dernier, Marine Le Pen a fait sa rentrée. Est-ce que c'est la dernière rentrée de Marine Le Pen? Parce qu'il va y avoir des élections. Non, c'est une personnalité politique que tout le monde connaît et elle a choisi de s'occuper du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais Marine va rester bien présente dans la vie politique. Et effectivement, on va avoir nos élections internes où on va choisir le nouveau président du Rassemblement national. Et ça devrait en fait se passer entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Oui, c'est ça. Deux personnalités qui sont très appréciées en interne. Voilà, il y a absolument aucune animosité et aucune guerre interne comme beaucoup le disent. Même moi, j'ai longtemps hésité. On était encore au téléphone avec Gilles Penel. Il m'a dit alors qui tu soutiens? Je dis écoute, je suis bien embêté, j'aime les deux. Mais bon, on va partir dans un objectif quand même qui est de long terme et de conquête du pouvoir. C'est notre objectif pour arriver au pouvoir et appliquer nos propositions. C'est vrai que Jordan a quand même un aura et une implication, une implantation et une facilité, une aisance médiatique qui est quand même plus conséquente que Louis. Donc personnellement, c'est vrai que je voterai pour Jordan. Voilà, donc vous l'avez dit ce matin sur l'antenne de Bretagne 5 et c'est enregistré. Notez que on dit aussi que il y avait besoin d'un coup de jeune au Rassemblement national pour dédiaboliser, c'est le fameux terme que l'on entend Nous souvent. étions des diables. Voilà, et donc il faut dédiaboliser. Et est-ce que justement ce côté coup de jeune, ce côté un petit peu post-Le Pen, si vous me permettez, ça va aussi apporter une forme de gouvernance déjà du Rassemblement national, mais aussi une nouvelle façon d'aborder les grands dossiers de la politique. D'aborder les grands dossiers de la politique, ça sera, je pense, la même chose, parce que s'agisse de Jordan ou de Louis, la ligne politique est la même que Marine. C'est la vision de la protection de la nation, et puis une vision de long terme de projets sincères, honnêtes et concrets pour la France. Mais ça peut apporter, c'est vrai, un changement, parce qu'il y avait toujours cette petite musique de elle ne quittera jamais le mouvement, et puis en fait, non, elle le quitte et elle propose sa place sans aucune difficulté. Question, là aussi, est-ce que le nom Le Pen était un handicap pour arriver peut-être à conquérir la présidence de la République, par exemple? Je pense que c'était un os que beaucoup de médias aimaient ronger, parce qu'en fait, il n'y avait plus que ça à ronger, parce que les propositions, les gens les connaissent de plus en plus, y adhèrent de plus en plus et les veulent de plus en plus, puisqu'on voit les résultats dans les urnes. Donc en fait, c'était le seul os émotionnel pour essayer de tenter de faire encore un peu peur à certaines personnes, mais qui est complètement infondé. Voilà, c'est un nom de famille. Donc les dossiers, ils ne manquent pas en cette rentrée très compliquée, oui. Rentrée sous le signe de l'inflation, sous le signe de la guerre en Ukraine, avec son cortège de restrictions pour nous, Européens, après les restrictions qui ont été mises en place vis-à-vis de la Russie. Est-ce que le Rassemblement national va se positionner, par exemple, sur le côté social? On entend beaucoup parler aujourd'hui de la difficulté des Français à pouvoir payer leurs factures d'électricité, à pouvoir se déplacer à cause des prix du carburant. Et comment le Rassemblement national va se placer? Oui, j'ai même pas fait attention. Donc oui, alors déjà c'est quelque chose qui est très important et qui nous tient à cœur, parce que c'est la réalité du terrain, et on n'a pas commencé à cette rentrée, on l'a fait déjà il y a plus d'un an quand les présidentielles avaient lieu. Marine avait parlé du pouvoir d'achat, et effectivement c'est une problématique qui s'est aggravée avec les événements que l'on connaît, avec la guerre en Ukraine, des décisions qui ont été prises aussi, des restrictions, des coûts qui ont été apportés et qui étaient censés apporter un bénéfice à la France en raison de la guerre, et qui en fait ont apporté tout l'inverse, c'est-à-dire que les embargos qui ont été mis
qui était censé affaiblir l'économie de la Russie. On fait complètement l'inverse, puisqu'on prend l'exemple du gaz russe. Les Russes arrivent à le revendre en Inde et l'Inde arrive à nous le revendre. Et tout en faisant augmenter les prix. Et comme l'électricité avec l'Union européenne est basée sur le prix du gaz, eh bien effectivement nous avons l'électricité qui augmente. Et tout ceci est complètement injuste. Et donc nous en parlions et nous en parlons toujours. Donc ce sont des choses qui sont à modifier. C'est-à-dire que nous qui avons, et là aussi il y a un problème avec nos centrales, puisqu'on l'a vu, l'épisode est passé et fait beaucoup de bruit. Nous avons la possibilité de produire d'une énergie qui est quand même à bas coût en France par rapport aux autres pays. Et le fait que nous subissons l'augmentation et l'inflation du prix de l'électricité basée sur le gaz est complètement ahurissant. Donc c'est des choses qu'il faut impérativement changer. Le pouvoir d'achat sur les carburants, c'est pareil. On a proposé la baisse de la TVA de 20 à 5,5. Il y a énormément de choses qu'on souhaite faire. Encore une fois, on se demande s'il y a une volonté, un signe de lucidité de la part du gouvernement, parce qu'en réalité, qui est aux manettes, à part des mensonges qu'on entend à longueur de journée et de l'inaction, on ne voit rien du tout. Et en attendant, les Français en pâtissent, parce que moi, je prends un exemple, je travaille à côté, tout ça est bénévole, il faut le rappeler, tout ça est bénévole quand on s'investit en politique, sauf quand on est élu. Mais moi, il y a 2 jours, voilà, j'ai rencontré la voisine, qui est dans la zone conchilicole et qui m'a dit, voilà, moi j'ai 2 bassins, je suis revendeuse de poissons. Mes bassins, eh bien, je vais devoir en éteindre un et ne fonctionner que sur un et réduire ma vente pour pouvoir faire survivre mon activité. Et cette même dame a sa maman qui a une grande maison familiale, voilà, elle a perdu son mari, elle a seulement la pension de réversion et sa petite retraite. Elle m'a dit, je vais devoir chauffer uniquement le bas de ma maison et me déplacer ma chambre au rez-de-chaussée. On en arrive à des choses comme ça. Donc ça devient quand même très inquiétant. Et pourtant, on a senti quand même que le gouvernement avait agi, puisque Elisabeth Borne a expliqué aux Français qu'on allait limiter, par exemple, l'augmentation du gaz et de l'électricité à 15%. Il y aura un plafonnement, des aides aux plus précaires. On voit aussi l'Europe. Ursula von der Leyen s'est exprimée hier sur l'état de l'Union européenne, voilà, en disant, voilà, on essaie Jordan a réprimandé, a fait une très belle intervention aussi. De pouvoir justement essayer de sauver le pouvoir d'achat et en tout cas de limiter les dégâts. Pour vous, c'est pas assez? Non, ils essaient de limiter les dégâts de leurs bêtises sans revenir sur leurs propres bêtises. C'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas sur l'électricité qui est par exemple basée sur le prix du gaz. Surtout pour la France, Emmanuel Macron avait la présidence de la France pendant quelques mois, il a strictement rien fait. Voilà. Si on dit aujourd'hui, de l'Europe, je précise, vous exactement, la France, c'est la présidence de l'Europe. De l'Europe, voilà. Emmanuel Macron, président de la France, était président de l'Union européenne à ce moment-là et n'a strictement rien fait. Moi, j'attends rien de ces personnes-là. Voilà, ce que les gens doivent comprendre, c'est que aux prochaines élections, s'ils veulent que ça change, eh bien, il faut changer les hommes politiques. Alors, il y a eu des changements déjà. On a eu 2 séquences électorales très longues. Séquences électorales qui ont amené 89 députés, voilà, de Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ça s'est pas fait sans vague, d'autant qu'il y a une présidence également, une vice-présidence de l'Assemblée nationale et puis un poste à la Commission de la Défense. 2 vice-présidents. 2 vice-présidents, oui, Hélène Laporte et Sébastien Chenu. Voilà. Et un poste sur ce sujet sensible de la défense. On a entendu beaucoup de voix qui ont dit, voilà, c'est l'arrivée de l'extrême droite dans l'hémicycle, etc. On voit une montée quand même dans beaucoup de pays européens, et hier soir encore en Suède, où les partis, alors vous me permettrez le terme d'extrême droite, il est utilisé. C'est le terme générique. Voilà le terme générique. Je ne vous en veux pas. Et donc qui arrivent en Europe. Qu'est-ce qui se passe? C'est un refus du système politique actuel, c'est un vote de ras-le-bol, de défiance, de colère? C'est un vote, je pense, de lucidité, parce que ces mouvements-là proposent sur beaucoup de sujets des choses qui sont similaires aux nôtres, c'est-à-dire la protection de la nation, du modèle social,
la défense du travail. Ça me fait penser de nouveau à Fabien Roussel qui avait dit que il était plutôt la gauche du travail que la gauche de l'assistanat. Alors toute la gauche a fait des vagues alors que c'est des choses qui sont complètement normales. Et c'est une personne qui est à gauche, étiquetée, qui l'assume. Il y a un changement des mentalités finalement, vous pensez? Je pense que les gens observent très bien que ce qu'on leur a promis, vendu, les rêves, les phrases et les projets sont complètement creux et faux. Et ce qui va améliorer leur quotidien et leur vie, c'est les propositions que nous faisons et pas le vent et la poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron. Alors sur les propositions, on vous a entendu sur le pouvoir d'achat, il y a aussi beaucoup de propositions sur finalement le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, on voit que il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire voilà, la Ve République, elle est arrivée au bout. Est-ce qu'il faut changer la Ve République? Est-ce qu'il faut dépoussiérer? Est-ce qu'il faut apporter une plus grande agilité à l'État? Il y a des choses à modifier, de là à changer complètement l'institution, non. On prend l'exemple par exemple de la proportionnelle qui n'est pas mise en place. Nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir de proportionnelle aux élections législatives. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir 89 députés aujourd'hui. Le plafond de verre n'existe plus. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Ce sont beaucoup de choses à mettre en place pour ce siècle qui arrive. La Ve République est très bien et il faut pas changer, mais il faut apporter des améliorations qui sont indispensables au bon fonctionnement du pays dans l'ère du numérique où tout va très rapidement, où tout le monde sait instantanément ce qui se passe et ont envie de participer aussi. Les gens veulent participer à la vie du pays et de manière palpable, réelle. Alors, il y a aussi dans ce siècle le réchauffement climatique. On a vécu, on vit encore en pointillé cet été qui n'en finit pas, qui est très chaud, très lourd. On avait encore des températures qui dépassaient les 20 degrés, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant à Brest, par exemple. On vit dans ce changement climatique. Est-ce qu'il y a une urgence, j'imagine votre réponse, mais est-ce qu'il y a une urgence à prendre le problème à bras-le-corps un petit peu de façon transpartisane? Transpartisane, oui, mais alors à ce moment-là, il faut que ceux qui ont créé les conditions aussi, parce que ce sont des conditions, hein. C'est pas juste quelque chose qui change comme ça. Moi qui ai fait mes études dans le domaine agricole, je perçois, je palpe réellement les difficultés qui font que l'environnement et le climat peut changer. Le sol, la gestion du sol, la gestion de l'eau, c'est beaucoup de choses qui sont très importantes. Et les politiques qui ont été en place aujourd'hui n'ont strictement rien fait et pour beaucoup ne veulent pas voir le problème. Parce que leur politique mondialiste aussi, on peut partir sur autre chose, mais 50% de nos émissions de gaz à effet de serre en France sont le résultat de nos importations. Donc, voilà, travailler sur les circuits courts. Exactement, mais ça c'est une remise en question que ces personnes-là qui sont en place doivent faire, parce que ça n'est pas du tout leur politique. Leur politique c'est de délocaliser, de produire à l'étranger à bas coût, faire travailler des enfants et puis revendre ça en France à des chômeurs. Ça c'est le circuit infernal qui nous ont mis en place. Mais nous effectivement ce qu'il faut remettre en place c'est consommer local, produire local et retraiter aussi les déchets au niveau local. Après, on pourrait partir sur des heures entières de discussion sur l'environnement, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais la gestion du sol, la gestion des eaux, pareil, c'est quelque chose qui est très important pour réduire l'impact sur l'environnement et les degrés en plus qui augmentent. Donc je vais me restreindre à ça parce que sinon on partirait sur des heures de débat. Voilà, on n'aura pas des heures, il nous reste une dizaine de minutes. Antoine Kiefer, l'environnement c'est aussi la gestion au niveau local. Alors on le voit ici en Bretagne, on est très préoccupé par la gestion de l'eau, hein, vous le disiez. Il y a aussi le foncier, hein, on voit de plus en plus de personnes qui viennent, alors on dit les Parisiens, c'est un peu le terme générique, mais qui viennent d'ailleurs, des métropoles, qui viennent s'installer ici en Bretagne. Alors avec encore
corollaire l'obligation de pouvoir les loger. C'est pas toujours évident, ça se passe pas toujours très bien. Les prix de l'immobilier augmentent. L'UDB, l'Union démocratique bretonne, a proposé justement que on régule un petit peu ce problème, par exemple des résidences secondaires. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ou pas du tout? Ça a été refusé à la région Bretagne parce que c'était quand même très restrictif. Les socialistes de Loïc Chenet-Girard l'ont aussi refusé. Il faut accompagner par exemple nos générations. Moi je sais que j'ai eu énormément de mal à trouver un logement en location sur la côte, parce que je suis sur la côte et les prix de l'immobilier ont explosé. Donc pour le moment, parler d'achat, on reverra plus tard, parce que c'est pas du tout dans l'optique. Et effectivement, les biens ont pris une valeur qui est colossale. Maintenant, on peut pas empêcher non plus les gens d'acheter des résidences secondaires, mais on peut accompagner les gens locaux à se loger sur place et à pouvoir travailler sur place, parce que les entreprises ont aussi sur la côte beaucoup de mal à recruter du personnel. Alors j'allais y venir l'emploi dans un instant. Donc les politiques, moi je l'avais proposé aux élections départementales, peuvent s'imprégner de ça et faire par exemple de la vente à terme, c'est-à-dire investir dans le foncier en tant qu'acteur public et proposer aux locaux de la vente à terme, c'est-à-dire que la personne paye un loyer pendant quelques années, et à partir du moment où elle a payé l'intégralité de ses loyers pendant quelques années, elle devient propriétaire du bien. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent être mises en place, mais qu'ils ne font pas, encore une fois. Alors sur l'emploi, justement, vous avez prononcé ce mot emploi aujourd'hui. On voit que la France se porte plutôt bien, la Bretagne encore mieux en termes d'emploi, et pourtant, lorsque l'on ouvre la presse régionale, nos confrères du Télégramme, de Ouest France, de Presse Océan, on s'aperçoit que dans tous les domaines, eh bien, on manque de bras, on manque d'employés. On a une jeune génération aussi qui veut travailler différemment. Est-ce qu'il va falloir en tout cas ouvrir un grand chantier sur l'emploi, et est-ce que ce chantier il sera au niveau national ou est-ce qu'il sera au contraire au niveau local? Au niveau local, c'est toujours la même chose, c'est la région qui peut faire quelque chose parce qu'elle a cette prérogative. Il faut comprendre quelque chose, il y a des gens qui sont dans les chiffres du chômage, il y a des gens qui sont en dehors des chiffres du chômage parce qu'ils ne sont plus chômeurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas chômeurs, mais qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du chômage. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Ensuite, il y a les jeunes qui veulent s'installer majoritairement sur la côte, qui ne peuvent pas. Donc les entreprises, surtout dans le domaine touristique, ont énormément de mal à recruter, puisque ces personnes se délocalisent en Centre-Bretagne. Ensuite, il y a le problème national, c'est-à-dire que aller travailler aujourd'hui, je prends l'exemple du 3/4 temps, parce qu'il y a souvent des 3/4 temps, par exemple, dans la grande distribution, des choses comme ça, coûte, et je l'ai vu autour de moi, pour certains, coûte plus cher aujourd'hui à exercer que de rester à la maison avec du chômage parce que le prix du carburant est beaucoup trop élevé. On arrive dans une situation qui est complètement infernale, c'est-à-dire que les gens ont envie de travailler, mais de rester à la maison, ça leur rapporte plus et ils perdent moins d'argent que d'aller travailler, par exemple, en 3/4 temps. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut pouvoir augmenter les salaires, ce qu'on proposait donc aux élections présidentielles. Marine proposait un partenariat d'augmenter 10% les salaires sans charge patronale supplémentaire. Et puis après, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire que il faut vraiment repenser l'implantation locale, l'aménagement du territoire, et puis aussi la fiscalité, l'administration qui pèse aussi sur nos entreprises, qui est infernale de plus en plus. Et il faut diversifier aussi les secteurs d'activité. On sait qu'en Bretagne, c'est beaucoup l'agroalimentaire qui porte le monde économique. Est-ce qu'il faut diversifier? On a aussi, heureusement, une filière différente, qui est la filière des nouvelles technologies. On sait que la jeune génération est très friande de ces nouvelles technologies, et on voit beaucoup d'entreprises qui s'installent en Bretagne, qui travaillent d'ailleurs dans des domaines de pointe bien souvent. S'il va falloir aider justement ces entreprises qui sont parfois très petites, s'il va falloir les aider à éclore et à créer de la dynamique de l'emploi et faire tourner l'économie. Il y a beaucoup de pépites, c'est vrai, dans ce domaine-là. Et il faudrait que la région les aide et accélère très rapidement l'implantation de la fibre optique, parce qu'on est quand même très très en retard. Et je pense que sur ce chantier, le président de
de la région Bretagne, Loïc Chénégirard ne peut pas être très fier, parce que moi personnellement dans mon activité j'en pâtis aussi. Évidemment j'ai de la vente en ligne, donc comment vous dire que sans fibre optique et avec la DSL à moins de 2 mégas, on a beaucoup de mal à travailler. Donc en fait il y a quelque chose là où en fait la région Bretagne a un énorme temps de retard sur le 21e siècle. À la région Bretagne, on dirait que les gens se sont endormis. La majorité s'est endormie et a laissé ça couler comme ça, comme une douce rivière. Mais on peut pas fonctionner comme ça. Je crois qu'on est la dernière région à avoir un retard aussi conséquent sur l'aménagement de la fibre optique. En plus de notre écartement géographique au niveau de la France, normalement, on aurait dû avoir une longueur d'avance pour pouvoir faire des développements intéressants sur ce style d'entreprise. Et là, on a loupé le coche, je pense. Il y a toujours des gens qui arrivent à s'installer, mais il y a un énorme retard. On vous objectera que la région Bretagne n'est pas riche, que c'est une région qui a un petit budget comparé à d'autres régions européennes, et pourtant, vous citiez Loïc Chénégirard, le président de la région Bretagne, qui se démène, on le voit un petit peu partout, un peu sur tous les fronts. C'est pas assez pour vous ? Non, on le voit un petit peu partout. Il y a du saupoudrage un peu partout, pour faire parler de soi un peu partout, et ne pas faire grand-chose un peu partout. Bon, ben voilà, on pourra lui donner un droit de réponse s'il le souhaite, sur l'antenne de Bretagne 5. À noter que cette région Bretagne est quand même dynamique, parce qu'on a beaucoup, alors on le disait, d'entreprises, on a aussi des Bretons qui sont motivés pour pouvoir faire éclore leur région. Qu'est-ce qu'il faudrait, alors on parle de décentralisation, là, qu'est-ce qu'il faudrait par exemple, on entend depuis des années ce retour de Nantes en Bretagne, est-ce que ce serait profitable économiquement pour vous? C'est un serpent de mer. C'est une question à travailler. C'est vrai que économiquement, ce serait quelque chose d'intéressant. Une Bretagne à 5 serait une région qui serait très forte et très puissante aussi. On va être très honnête. Voilà, ça a été fait, je pense, auparavant pour éviter la volonté d'indépendance de la Bretagne et l'émancipation de la Bretagne, parce que effectivement, la région historique est très puissante. C'est une région maritime, c'est une région agricole. C'est quelque chose à revoir aujourd'hui, peut-être, pourquoi pas, mais c'est quelque chose à discuter. On parle d'autonomie de la Bretagne, alors de la Bretagne historique pour le coup, on entend beaucoup de voix, y compris à la région Bretagne d'ailleurs, qui parlent d'autonomie, un terme qu'on prenait avec grande précaution jusqu'à présent. Aujourd'hui, bien lui aussi, c'est dédiabolisé ce terme. Autonomie pour vous, c'est quelque chose de concevable ? Pour moi, ça n'est pas concevable, surtout dans le fonctionnement actuel, c'est-à-dire que une Bretagne en autonomie, c'est une Bretagne qui serait sous le joug de l'Union européenne. Donc pas libre du tout. Voilà, il y aurait une strate supplémentaire au-dessus d'elle, comme les Länder allemands et les régions européennes qu'ils souhaitent faire, comme le test en Alsace qu'ils ont mis en place. Moi, je pense que la Bretagne serait aujourd'hui la plus forte et la plus puissante dans une France forte et une France qui protège. Mais il faut encore que la France protège et soit forte, et pour ça, il faut qu'on arrive très rapidement aux responsabilités. L'objectif, et on va terminer là-dessus, il nous reste une petite minute, Antoine Kieffer, l'objectif aujourd'hui, c'est 2027. C'est 2027, oui et non. C'est toutes les échéances qui vont être aussi avant. Il va falloir attendre le Rassemblement national sur les municipales, en Bretagne aussi. Il va falloir nous attendre sur les départementales, les régionales, et effectivement l'élection maire, l'élection présidentielle de 2027. Mais nous allons nous implanter localement, et nous avons cette volonté, et nous allons le faire avec de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Et voilà, je lance un appel supplémentaire, parce que effectivement le congrès arrive. Vous avez jusqu'au 25 septembre pour adhérer, pour pouvoir voter pour les statuts internes et l'élection du président.
Cette adhésion est à 20 € en ce moment. Et donc du coup, oui, c'est un objectif que nous nous fixons avec de plus en plus de gens qui nous rejoignent. C'est ça la force aussi du Rassemblement national, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui nous rejoignent et qui s'implantent et qui s'investissent. Antoine Kiefer, on va s'arrêter là. Vous avez fait la promo en même temps sur l'antenne de Bretagne 5. Antoine Kiefer, vous êtes, je le rappelle, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Vous êtes venu depuis Dinan ce matin ou tout proche pour être en direct de Pléboul. De Pléboul, voilà, pour être pour être en direct au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.